Jean-Baptiste Dibary. Bonjour Nicolas Béthot. Vous êtes député de La République En Marche de la Haute-Vienne et vous avez organisé, bien sûr, comme beaucoup de députés, des grands débats dans votre circonscription. Aujourd'hui, Édouard Philippe commence la restitution de ce grand débat. Qu'est-ce que vous en attendez ? D'abord, j'ai organisé effectivement 5 grands débats, dont un en prison ces 3 derniers mois. En prison, c'était très intéressant d'ailleurs, parce que une population qui a un peu de temps par nature et qui est très informée, qui était très au fait de la situation politique actuelle et qui avait des propositions à faire, parce qu'on est en prison pour un temps X, mais on est aussi pleinement citoyen. Bon. Et on a eu moi j'ai eu beaucoup de monde, j'ai eu à chaque fois plus de 200 personnes en Limousin, avec des gilets jaunes de gauche, des gilets jaunes de droite, avec parfois des gilets jaunes qui étaient face à la réprobation de leurs propositions par des citoyens. Et donc on a eu ce temps démocratique intéressant. Donc des vrais débats. Des vrais débats et une vraie convergence sur des sujets importants, sur la fiscalité, sur la démocratie, énormément de... On va y dire un mot quand même sur le profil de ces gens qui venaient dans les débats. On lit un peu partout que la plupart du temps, c'était des gens de plus de 60 ans et donc la plupart du temps des retraités. C'est vrai. Je veux dire, c'est vrai, ça a été vrai dans les réunions publiques que j'ai tenues dans les 18 derniers mois. Ça a été moins vrai dans les 5 grands débats que j'ai organisés, et notamment pas dans 2 où on avait à peu près 10-15% de jeunes, ce qui je pense est représentatif. Moins de 20 ans ? De jeunes de 18-25 ans. Ouais. Mais ce n'était pas le cas tout le temps. C'était plus le cas en périurbain qu'en ruralité, par exemple. Alors, qu'est-ce que vous attendez d'Édouard Philippe aujourd'hui ? D'abord, j'attends la restitution. Vous savez qu'il y avait 4 thèmes qui ont été abordés, qui ont un traitement, on va dire, algorithmique de ce qui s'est dit. Et il y a des thèmes nouveaux qui ont émergé. Thèmes sur l'insertion dans l'emploi, les thèmes sur les accès aux services sociaux, le thème du pouvoir d'achat, le thème de l'éducation. Et je pense qu'en plus des réponses circonstanciées sur les thèmes qui ont été proposés par le président de la République, il faudra aussi répondre sur ces sujets-là. Mais vous me donnez les grands thèmes, mais qu'est-ce que vous attendez ? Vous n'attendez pas des thèmes, vous attendez des réponses, vous attendez des orientations peut-être ? Des orientations et même un début de réponse concrète. Sur la démocratie, on voit bien que, alors évidemment, le non-cumul des mandats a été plébiscité, que la réduction du nombre de parlementaires a été très débattue. Tout ça date de la campagne électorale présidentielle. Le vote blanc a été une mesure... Tous les sujets autour de la participation, et moi j'attends beaucoup de propositions sur la démocratie délibérative locale. Le fait que sur des sujets qui sont très locaux, les éoliennes, les centrales photovoltaïques, tout ce qui fait bénéfice et fait nuisance au niveau local, on crée une forme de démocratie nouvelle. On est des assemblées qui décident pour elles-mêmes. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'on doit pouvoir savoir mettre en œuvre en Ve République. Emmanuel Macron a lâché ici ou là quelques mots-clés pour essayer de nous guider, nous qui essayons de regarder ce qui peut se passer après ce grand débat. Il a dit par exemple la semaine dernière, il n'y aura ni reniement ni entêtement. Essayons de voir ce que ça veut dire. Ni reniement, ça veut dire que l'ISF par exemple sera maintenu ? Je pense que l'ISF sera maintenu. Vous le souhaitez ? Je le souhaite pour une raison. C'est qu'on voit bien qu'aujourd'hui, les partis politiques classiques, soit ils parlent d'eux-mêmes, souvent, soit ils ressassent ou ils recyclent leurs vieilles idées politiques. C'est l'ISF à gauche qui est devenu l'alpha et l'oméga d'une politique fiscale, ou c'est la TVA sociale à droite qui est censée apporter la solution à tous nos problèmes. Moi, je crois qu'il faut regarder l'économie telle qu'elle est. On va commencer l'examen de la taxe GAFA aujourd'hui. C'est regarder où se crée la valeur, où éventuellement, effectivement, le système dysfonctionne parce qu'il est financiarisé, mondialisé. Et c'est là où il faut agir. Et je crois que c'est ça qu'on propose. Et donc, ni reniement, effectivement, parce qu'il faut... donc, maintenir l'ISF, absolument, ni entêtement. Les 80 km/h vont être adaptés. Mais je crois que les 80 km/h, il y a une expérimentation jusqu'au 1er juillet 2020. Moi, je souhaite qu'on aille au bout pour avoir des données fiables sur la sécurité routière. Mais après... Et je vous le dis très, très paisiblement, parce qu'en Haute-Vienne, on a beaucoup de routes à 80 km/h. Beaucoup de routes à 80 km/h, beaucoup qui sont justifiées et pas mal qui sont injustifiées. Et je crois qu'il faudra aussi faire quand même le bilan juste avant. Est-ce que sur le fait que ça ait marché ou pas ? Est-ce que ça a sauvé des vies ou pas ? Parce que quand vous visitez un centre d'accidenté de la route, je peux vous dire que vous ressortez quand même avec une charge émotionnelle importante. Si ça n'a pas marché, si c'est inefficace, alors je crois que les conseils départementaux sont très bien placés pour dire que sur tel tronçon, on peut revenir à 90 par exemple. Plutôt les exécutifs départementaux que les préfets ? Je crois que c'est ceux qui connaissent le mieux et puis qui répondent aussi politiquement de leurs actes et qui connaissent le mieux le territoire. Selon différents sondages, près de 80% des Français pensent que ce grand débat ne va pas résoudre la crise et 68% des Français, plus de 2 Français sur 3, pensent qu'on n'écoutera pas leurs doléances. Où est le bug ? Non, mais je crois d'abord qu'il y a une crainte des Français par rapport à leur avenir. C'est ce qui a été exprimé dans ces grands débats et que ces sondages traduisent quelque part cette crainte par rapport à l'avenir. Ensuite, je pense que on ne peut pas avoir, effectivement, le président l'a dit avant-hier ou la semaine dernière en Bretagne, on ne peut pas avoir 66 millions de réponses individuelles. Non. Mais par contre, on peut tracer quand même le sillon d'un projet, ça a été le projet présidentiel, on peut effectivement faire quelques altérations de cap pour emprunter une métaphore aéronautique, et on peut effectivement essayer de répondre sur des sujets qui sont importants et sur des propositions qui ont été faites dans le cadre du grand débat. Je parlais de la démocratie tout à l'heure. Décentralisation ?
Important, je pense décentralisation, clarification de la politique de moyens, plus de liberté pour les collectivités, parfois revenir sur ce qu'a fait la loi NOTRe, et déconcentration, plus d'État local. Décentralisation, par exemple. Décentralisation, par exemple, vous savez qu'il y a une loi qui s'appelle la loi GEMAPI qui a transféré l'eau et l'assainissement. On voit bien que pour certaines intercommunalités, c'est une charge qui est forte, et ces sujets-là, ils sont légion sur plein de compétences qui ont parfois été transférées. Sans forcément les moyens. Alors, sans forcément les moyens, ou parfois avec des moyens qui ne correspondent en rien à la dynamique des dépenses. Je prends un exemple, conseil départemental, politique sociale, vous avez des moyens qui sont les taxes foncières, avec des taux. Bref, on ne rentre pas dans le détail technique, mais on voit bien que les moyens sont souvent décorrélés en dynamique par rapport aux besoins politiques. Et donc, décentralisation et déconcentration, ce que le président a évoqué comme plus de fonctionnaires de guichet au contact des citoyens et moins de fonctionnaires de normes ou de circulaires. Je crois que c'est important et ça a été une très très forte demande d'avoir des services publics dans les territoires ruraux notamment. Gérald Darmanin est venu chez moi en Haute-Vienne il y a 10 jours. Et vous savez, comment on fait pour avoir plus de services publics et moins de dépenses publiques? Et parfois, c'est une question d'organisation. Gérald Darmanin est venu chez moi en Haute-Vienne il y a 15 jours pour parler effectivement de l'administration fiscale au contact des territoires. Vous pouvez faire des choses très simples. C'est les camions, c'est ça, les taxes. Oui, c'est l'expression que j'avais, c'est la mienne, c'est pas la sienne. Très bien. Je vous la rends, le tax truck, donc le camion, en gros bureau fiscal. Mais l'idée, c'est de dire, aujourd'hui, les entreprises, comme les contribuables, ils sont en territoire rural, dans leur village, et parfois ils ont besoin d'un conseil. Et si vous avez effectivement un camion itinérant de l'administration fiscale qui vient chez vous, vous pouvez prendre rendez-vous et qui vous apporte les réponses que vous souhaitez, eh bien oui, c'est une façon d'être au contact et au plus près des citoyens. Les retraites. Est-ce qu'il faut toucher à ce fameux âge symbolique des 62 ans? Est-ce qu'il faut réindexer les petites retraites? Comment est-ce qu'il faut traiter ce problème qui est central? Il y a deux sujets sur la retraite. Il y a le sujet effectivement des droits, comment, à partir de quel âge on part et comment on cotise, et là-dessus l'équité. Le cœur de notre réforme, c'est l'équité sociale du régime des retraites, des régimes. Vous avez 42 régimes, vous avez 13 régimes de pension de reversion. C'est illisible. Parfois, vous cotisez à 5, 6, 7 régimes dans une carrière. Et ça, c'est le cœur de la réforme. Ça, c'est la réforme systémique. Ça, c'est la forme totalement structurelle, systémique. Et après, effectivement, il y a ce qui est débattu avec et moi, je ne préempte pas ça, il y a ce qui est débattu sur durée de cotisation, sur décode, sur code, sur effectivement âge plancher. Ça, c'est débattu et c'est bien débattu. Et pour le coup, laissons quand même se dérouler cette concertation. Moi, j'ai évidemment un avis personnel, mais je ne souhaite pas le donner aujourd'hui parce que je crois qu'il ne faut pas préempter ce débat-là, qui est pacifiquement organisé par Jean-Paul Delevoye depuis des mois et des mois, et qui, vous l'avez vu, est sensible. Lui dit, si on aborde la question de l'âge de la retraite, je pars. Il a raison. C'est un engagement présidentiel, du programme présidentiel sur lequel les gens ont voté. Je crois que dans le moment social dans lequel on est, on peut aussi faire usage d'un peu de prévenance. Oui, dans sa lettre aux Français, le président de la République parle de l'âge de la retraite et dit qu'il faut poser la question. Donc un engagement peut être dénoué par celui qui l'a pris. C'est vrai. Ça a été très débattu, le sujet des retraites sous l'angle équité. Ouais. Ça a été moins débattu sous l'angle de l'âge minimal de départ à la retraite. Une dernière question. La semaine dernière, au Parlement, à l'Assemblée nationale, il y a eu un débat. Les différents groupes parlementaires pouvaient s'exprimer et le gouvernement était là pour écouter. Il y avait 70 parlementaires dans l'hémicycle. Vous y étiez ? J'y étais le mardi et le mercredi, j'étais à Toulouse. Et est-ce que, non mais 70 parlementaires sur 577, est-ce que c'est pas là la démonstration que ce grand débat au fond a été une grande agitation? C'est la démonstration que quand vous êtes parlementaire, vous êtes d'abord vous travaillez tous les jours, que vous avez des engagements qui sont multiples, et c'est quelque part le symptôme d'un parlement qui dysfonctionne. Ça oui. Et donc c'est le symptôme d'un parlement qu'on doit rénover. Et moi je trouve que le débat qu'on a là, il doit aussi amener un débat sur le règlement intérieur du Parlement, sur la façon dont on travaille, sur l'expertise auquel on a accès, et que quelque part ce que vous dites là, c'est bien un symptôme qu'il s'agit de corriger. Un symptôme, et peut-être un symptôme de ce grand débat qui ferait flop. Non, je ne crois pas qu'il fasse flop. Sincèrement, moi, vous y croyez? D'abord, j'y crois. Je crois que c'était un moment inédit, utile. Et d'ailleurs, j'en tiens pour preuve qu'à chaque fois que j'ai fait une réunion ou un grand débat, les gens demandaient à leur maire de pérenniser ce genre de rencontre entre les élus et les citoyens. Le grand débat forever. Merci Jean-Baptiste Djebbari. Merci à vous.